Bonjour à tous, bonjour Gilles. Bonjour. Bienvenue à ce webinaire sur la modélisation et l'automatisation d'affaires avec les outils de Trisotech. Je suis Jonathan Lécuyer de chez Trisotech et je suis avec notre partenaire d'affaires Gilles Morin de BPM+. Gilles, je vais te laisser commencer le tout. OK. Alors, peut-être une courte présentation de qui on est, puis pourquoi on a initié le webinaire. Puis après ça, je passe la POC, si vous me permettez l'expression, à Jonathan et à Trisotech pour leur présentation. Pour ceux qui connaissent pas BPM+, on a créé l'entreprise en 2013 pour promouvoir les métiers de process et la discipline de gestion par processus d'affaires au Québec et en français. Alors, vous avez la liste de clients gauche. Dans les faits saillants, les deux, trois importants, les points les plus importants, c'est on est en train de développer et d'investir pour trois parcours de développement professionnel. J'ai une diapo qui montre ça un peu plus en détail. Et on a des partenaires commerciaux avec qui on travaille qui sont des gens qui sont totalement dédiés à la gestion de process. Euh, on a en Australie, on en a à travers l'Europe, etc. Donc, il y a pas mal de synergie entre ces gens-là pour s'enrichir mutuellement dans nos façons de travailler. Et finalement, on a aussi, on est en train de ficeler des détails pour le programme de certification de la BPMP en français et au Québec avec le club des pilotes de process. Je parlais des trois parcours. Comme bien d'autres entreprises, une partie de notre entreprise est tombée avec les COVID. Donc, on a profité de ça pour repenser et recalibrer et offrir des parcours de formation en ligne ou en entreprise. Et on a un parcours pour les analystes d'affaires qui se divise en un programme bronze qui vont inclure essentiellement des formations pour bien partir un projet process. Puis il va y avoir un parcours argent où là, on va creuser au niveau méthodologique, au niveau technique, au niveau exigence technique et surtout quand on veut monter des modèles qu'on va vouloir exécuter. On a un parcours pour les architectes d'affaires aussi qui est assez avancé, mais qu'on doit traduire pour mettre en ligne et qui vise réellement à augmenter l'efficacité et l'efficience des interventions des groupes d'architecture d'affaires. Et finalement, un parcours pour les leaders transformationnels, axé process. Donc, le point important, c'est que tous ces parcours-là sont centrés processus. Ça m'apparaît important de le signifier parce qu'on est convaincu que les process doivent être gérés comme des actifs dans les transformations, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je passe tout droit ici pour le joindre. Pourquoi avoir initié ce webinaire-là? Dans les formations qu'on donne, continuellement, les gens nous demandent, euh, ils ont de l'intérêt pour les outils de productivité BPM, ils nous demandent des démos, ils nous demandent des conseils, quel outil on devrait prendre. Ça revient continuellement comme trame de fond. Deuxième, la majorité des gens à qui on parle ne connaissent pas les éditeurs de logiciels BPM québécois. Il y en a trois, et Trisotech en est un. La troisième raison, euh, il y a une utilité pour les analystes d'affaires, les équipes d'analyse d'affaires et les équipes d'architecture de process, comme les équipes de transfo, à comprendre l'utilité en productivité et en approche de transformation de la nouvelle génération des outils BPM qui sont sur le marché. Quatrième raison, euh, de démarrer une transformation, d'être impliqué dans des projets majeurs au niveau processus et architecture sans outils de productivité, c'est se peinturer dans le coin, c'est se créer de la misère pour rien. Et les outils de nouvelle génération permettent une montée en compétences rapide au niveau technique pour réussir à livrer des projets process, à les mesurer, à les exécuter. Et la même chose à faire en sorte que nos architectures d'affaires deviennent des outils de gouvernance. Ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans, 10 ans, où les outils étaient trop complexes. L'autre raison, c'est que je remarque, et vous ne serez pas surpris, un comportement d'acquisition encore très biaisé TI dans nos organisations. Donc, ce sont les TI qui achètent des outils pour les TI. On comprend quand on comprend l'historique de la gestion des TI.
mais on n'est plus là aujourd'hui jusqu'à un certain point. Et à quelque part, pour vous, qui faites partie d'équipes d'analyse d'affaires, d'équipes d'architecture d'affaires qui avaient des projets, la recommandation, c'est de privilégier l'acquisition d'outils de productivité. Puis là, on a mis le mot en caractère gras, affaires. On peut utiliser le terme lightweight, léger, mais il existe aujourd'hui dans les nouvelles générations d'outils, des outils de productivité affaires à cycle court de livraison de valeur qui supportent le mouvement agile en mode livraison 30, 60, 90 jours, hein, et qui peuvent être opérationnels d'une façon assez rapide. Donc, toutes ces raisons-là sont au cœur du motif de dire il faudrait présenter les outils de Trisotech, puis il y a d'autres types d'outils par d'autres fournisseurs ailleurs, mais au moins de présenter l'outil de Trisotech. Alors, voilà les raisons qui font pourquoi on a créé le webinaire et pourquoi on est tous autour, entre guillemets, de la table aujourd'hui. Voilà, Jonathan, je te repasse la POC. Oh, pardon, excusez-moi rapidement. Vous avez vu le napperon qu'on a publié, juste pour positionner l'outil de Trisotech. En haut, vous avez des types d'outils d'architecture d'affaires, mais le plus important, c'est quand on tombe en projet d'amélioration de process, vous avez les 7 phases types d'un projet d'amélioration de process. Vous avez, si vous voulez, la portée des 2 suites de Trisotech qui peuvent se positionner par rapport à un projet d'amélioration de process. À partir de, si vous voulez, la définition jusqu'à l'exécution, le déploiement, la mise en opération et l'amélioration continue. Et vu d'une autre façon, on peut positionner les outils dans le cycle de vie d'un processus. Alors ça, c'est une autre façon de comprendre qu'est-ce que les outils font. Donc, dans le cas de Trisotech, du cycle de vie au début de la visualisation et de la découverte de process, la documentation, modélisation, l'analyse, la simulation, l'exécution et l'inspection et l'amélioration continue. L'outil Trisotech supporte l'ensemble du cycle de vie d'un process. Alors, c'est une façon de positionner les outils. Et Trisotech ont 2 suites qui couvrent largement à la fois le spectre d'intervention d'un projet process et à la fois le spectre de cycle de vie d'un process. Voilà. Super. Alors, je te laisse aller. Et voilà. Donc, je vais faire une petite agenda de la session. Donc, le mot bienvenue a été fait par Gilles, ainsi que l'introduction à BPM+, et à notre session d'aujourd'hui. Ensuite, on va tout de suite passer à une première partie qui est à propos de la modélisation d'affaires par les gens d'affaires. Donc, encore une fois, on voit beaucoup, assez souvent le mot affaires. Donc, pour nous, c'est, comme Gilles le mentionnait, c'est vraiment là qu'on va focaliser parce que, en fait, ce qu'on veut faire, c'est répondre à des besoins d'affaires. Donc, c'est normal que les gens d'affaires soient impliqués le plus possible. Puis, ça va être une présentation qui va être un peu hybride. Donc, d'un côté, je vais avoir, oui, le PowerPoint pour supporter, en fait, un peu un tour d'horizon des outils et ensuite, et aussi de la méthodologie. Et ensuite, on va aller directement dans l'outil dans les applications pour vous démontrer un peu de quoi il est question. Ensuite, on va revenir pour parler d'automatisation, donc tout le volet exécution des modèles. Même chose, je vais partir avec une petite démonstration et on va revenir pour la conclusion et prendre vos questions. Donc, n'hésitez pas si vous voulez nous poser des questions à travers le panneau de GoToWebinar, vous pouvez assez facilement là, localiser la section de questions. Vous pouvez envoyer les questions, on va essayer de les prendre, non pas au fur et à mesure, mais à la fin. Donc, on va essayer de faire un retour. Juste question là, de s'assurer de couvrir toute notre session. Et aussi, le webinaire est enregistré en ce moment. Donc, si vous devez quitter plus tôt ou quoi que ce soit, faites-vous-en pas. On va vous envoyer le lien un peu plus tard aujourd'hui. Et la même chose, vous pourrez le partager avec vos collègues. Donc, je vais arrêter ma webcam parce que quand je présente, je gesticule et je veux que vous vous concentriez sur la présentation. Donc, voilà. Donc, c'est important pour moi de commencer avec une présentation de Trisotech parce que en fait, c'est pas tout le monde qui connaisse. En fait, il y a probablement différents niveaux de connaissance d'une entreprise. Donc, qui on est Trisotech? On est une entreprise québécoise. On a notre siège social à Montréal qui œuvre en développement logiciel et en service conseil TI depuis 1996. Donc, on n'est pas une entreprise
qui s'est démarré dans les dernières années, mais le volet logiciel est beaucoup plus jeune que le volet service conseil, donc c'est important pour moi là, de vous juste le mentionner. Là, certaines personnes d'entre vous ont peut-être été en contact avec notre côté service conseil, mais aujourd'hui la présentation va vraiment porter sur le côté logiciel. Donc, notre logiciel, c'est un logiciel Software as a Service, donc qui est accessible à travers les navigateurs web de partout dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'on a des clients à l'international. On a des clients ici au Québec, au Canada, aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde, que ce soit en Europe ou en Asie, même en Océanie. Donc, la Digital Enterprise Suite, qui se divise en deux suites. Donc, la Digital Modeling Suite, la partie modélisation, et la Digital Automation Suite, qui est la partie exécution automatisation. Donc, c'est une suite d'applications visuelles qui permettent aux gens d'affaires de collaborer avec les TI afin de définir la logique d'affaires qui permet aux stratégies organisationnelles de prendre vie. Je sais que c'est une longue affirmation, mais en fait, il y a plusieurs concepts à travers tout ça. Donc, une suite d'applications visuelles qui permettent aux gens d'affaires de collaborer avec les TI. Donc, il y a l'aspect de collaboration. On parle de logique d'affaires, c'est un mot que vous allez m'entendre assez souvent répéter aujourd'hui. Vous allez très bien comprendre pourquoi. Et dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est de permettre aux stratégies de prendre vie. Donc, il y a tout l'aspect de, oui, la modélisation, mais il faut que ce soit fait dans un but de répondre à un objectif d'affaires. Donc, on a une technologie qui est basée sur des standards reconnus. Vous pouvez probablement reconnaître du côté gauche la famille OMG, donc des standards qu'on supporte autant du côté modélisation qu'exécution, le BPMN, CMMN et DMN, donc pour les processus, les cas et les décisions. Et on supporte aussi plusieurs autres standards, c'est pas une liste exhaustive, mais par exemple, vous voyez le standard PMML, donc qui permet d'incorporer à l'intérieur de vos modèles des algorithmes de machine learning, data mining, etc. Pour en fait, intégrer des modèles prédictifs à l'intérieur de vos décisions, de vos processus, etc. On a des standards aussi du côté de la santé avec HL7 Fire et nos API sont basés sur le standard de OpenAPI. On est présent, comme je le disais tout à l'heure, vraiment à l'international dans plusieurs secteurs. Donc, autant du côté de la santé, on est membre fondateur de BPM Plus Health, qui vise à améliorer la prestation de services de soins de santé. Évidemment, davantage aux États-Unis, mais c'est quelque chose qui s'applique aussi au niveau au Canada avec l'Inforoute Santé du Canada. En finance, on est membre de l'Association des banquiers hypothécaires. Donc, on a des clients évidemment dans ce secteur-là aussi, dans le secteur public. On est sur la liste du GSA, donc qui est donc un peu si vous voulez, le catalogue là, de fournisseurs recommandés par le gouvernement américain, et c'est aussi un client. Donc, c'est terminé pour la présentation de Trisotech. Je voulais garder ça le plus court possible pour vraiment qu'on s'attarde à la présentation d'aujourd'hui, donc qui commence par une première partie, la modélisation d'affaires par les gens d'affaires. Donc, voici la Digital Modeling Suite et en fait, ce que ça peut vous aider à apporter à l'intérieur de votre entreprise. Donc, souvent, quand on parle de modélisation d'affaires, une des premières questions qu'on reçoit, c'est oui, OK, mais par où je commence? Par où commencer? Donc, nous, évidemment, tout à l'heure, je parlais de la recherche d'atteinte des objectifs d'affaires. Ben, les objectifs d'affaires vont toujours être définis pour créer de la valeur. Et il y a deux façons de créer de la valeur. On peut créer de la valeur ajoutée pour le client, donc la perspective par l'extérieur, donc le outside in, ou on peut ajouter de la valeur pour l'organisation. Donc, la perspective de l'intérieur ou le inside out. Donc, on se positionne à l'intérieur de l'entreprise et on tente de déterminer les meilleures façons pour générer de la valeur, donc que ce soit d'être plus efficace, plus performant, de faire plus avec moins, tout ça. Et du côté outside in, ben, ça va être plus de se mettre dans les souliers de notre client pour tenter de se positionner où est-ce que notre client a besoin de nous, quand il a besoin de nous, etc., etc. Donc, de quoi on parle quand on parle de valeur ajoutée pour le client? En fait, de qui on parle? On parle souvent des membres de la haute direction, donc les exécutifs, les équipes de marketing. On peut inclure là-dedans aussi les firmes externes, donc tout ce qui est de la recherche marketing, des firmes de création, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait de ce côté-là? Ben, ces gens-là vont faire des sessions de travail, de la planification stratégique. Ils vont utiliser des outils comme le Golden Circle, où est-ce qu'on va tenter de
déterminer pourquoi on fait les choses et ensuite travailler à partir de là. La proposition de valeur, en fait, qui est une façon de faire une adéquation entre les besoins de notre client et notre offre de produits et services. Et le Customer Journey, encore là, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est des outils qui sont supportés par la modélisation d'affaires. Donc, le Customer Journey qui est vraiment là, de tenter de prédire ou de deviner où notre client va se trouver et de trouver des façons de se positionner à travers son parcours client. Pour ce qui est de la valeur ajoutée pour l'organisation, ben là, j'ai vu dans les titres de gens qui sont inscrits pour le webinaire, on a beaucoup d'analystes d'affaires, des architectes d'affaires, tout ça. Donc ça, c'est vous connaissez beaucoup plus ces outils-là que moi, mais c'est vraiment à chercher à ajouter de la valeur pour l'organisation. Donc, on va utiliser des tableaux de bord, les balance scorecards, les user stories. Bon, on a parlé de la méthodologie agile tout à l'heure avec Gilles. Donc, c'est tous des éléments qui font partie pour nous de la valeur ajoutée pour l'organisation. Et donc, qu'est-ce qui est important? C'est de viser à faire l'alignement de tout ça. Donc, d'aligner les points de vue. Donc, d'un côté, on a des gens qui pensent stratégiquement, qui veulent essayer de trouver toutes les avenues possibles pour créer de la valeur et amener l'entreprise à la réussite. Et d'un autre côté, on a des gens qui ont plutôt une pensée critique, qui vont essayer de déterminer c'est quoi les façons les plus efficaces d'arriver à nos fins. Donc, on a le côté stratégique et créatif qui rencontre le côté opérationnel et critique. Et souvent, c'est là que ça cause de la friction parce qu'évidemment, c'est deux écoles de pensée totalement différentes. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de leur fournir des outils qui leur permettent de trouver un terrain d'entente. Donc, probablement qu'il y a certains d'entre vous qui nous ont déjà entendu parler ou qui ont probablement eux-mêmes déjà utilisé les capacités d'affaires. Donc, les capacités d'affaires sont vraiment au centre de ce schéma ici, qui est en fait à la rencontre de la perspective de l'extérieur vers l'intérieur et stratégique vers le inside out, donc de l'intérieur vers l'extérieur et le côté opérationnel. Donc, on a tout ça qui se relie au centre. Et ce que ça fait, ben, avec les capacités d'affaires, on va le voir tout à l'heure dans la démonstration, on est capable de créer un terrain d'entente ou un terrain commun, un fameux common ground entre les différentes perspectives et entre les différentes équipes, que ce soit les équipes affaires ou les équipes TI. Donc, les capacités d'affaires, ce qui nous permettent de faire, ben, en fait, c'est de prioriser et d'opérationnaliser les projets. Donc, chaque capacité est activée ou enabled en anglais par des personnes, des processus, des systèmes, des informations, que ce soit des connaissances ou des données. Et ces capacités d'affaires permettent d'évaluer et de prioriser les secteurs à améliorer et à transformer. Donc, c'est très, très, très utile dans un contexte de transformation numérique. Et les standards, ben dans tout ça, on fait un petit retour là-dessus parce que, évidemment, si vous connaissez Trisotech, vous avez probablement déjà entendu parler des standards. On est membre du groupe OMG qui travaille sur ces différents standards-là. Et donc, évidemment, on y voit plusieurs bénéfices. Un de ceux-là, ben, c'est qu'ils uniformisent l'approche à travers l'organisation. Donc, si tout le monde utilise la même méthodologie, la même façon de travailler, c'est beaucoup plus facile d'uniformiser à travers l'organisation. Ça accélère la courbe d'apprentissage parce qu'il y a des formations qui sont offertes pour utiliser ces standards-là. Il y a des livres qui sont écrits, donc il y a beaucoup de documentation. D'ailleurs, Trisotech offre la formation pour BPMN et DMN. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez communiquer avec nous. Ça améliore la communication de la logique d'affaires. Donc, on a une méthodologie qui s'appelle Method and Style qui permet d'améliorer la communication de la fameuse logique d'affaires à travers les standards. Donc, comment utiliser les symboles, comment nommer les choses pour s'assurer que notre modèle qu'on est en train de créer va bien communiquer ce qu'on veut atteindre comme objectif au niveau de la logique d'affaires. Ça facilite aussi l'échange et l'interopérabilité des modèles. Donc, si vous créez un modèle dans un outil, vous pouvez le réutiliser dans d'autres outils. Et évidemment, ça accélère l'implémentation parce que si vous utilisez un engin d'exécution qui supporte un des standards, en fait, le standard dans lequel vous avez modélisé, bien, vous pouvez directement utiliser votre modèle et l'exécuter. Donc, c'est le fameux paradigme de ce qu'on modèle est ce qu'on exécute. Donc, il n'y a pas de traduction, c'est directement le même modèle le modèle directement qu'on va utiliser au niveau de l'exécution. Donc, c'est ce qui complète la présentation pour la modélisation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en aller directement dans l'application. Donc, ici, vous voyez
la page d'accueil de la Digital Enterprise Suite. Donc, du côté, et là, je ne ferai pas vraiment un tour exhaustif de tout ça, mais du côté gauche, vous avez votre répertoire. Donc, vous pouvez enregistrer vos modèles à ces endroits-là. Et vous pouvez collaborer avec vos équipes. Donc, il y a des places qu'on appelle ou des dossiers qui vont être partagés, qui vont être publics et certains autres qui vont être privés. Vous avez accès à gérer tout ça. Et du côté droit, vous avez les modèles qui sont contenus dans ces dossiers-là. Et si vous cliquez ici sur les 9 tuiles, vous avez accès aux applications. Donc, encore une fois, je ne ferai pas le tour. Vous pouvez évidemment le voir sur notre site web, toutes les applications qui sont disponibles. Mais on va commencer par ouvrir une première application qui est le Discovery Accelerator, qui est un outil de découverte, donc qui ressemble à ça ici. Cette application-là, ce qu'elle permet de faire, en fait, c'est de créer une structure de base de votre organisation, à savoir qui fait quoi, quand, où, pourquoi et tout ça. Donc, vous avez la vue de board, donc une vue qui vous permet de créer des entités. Donc, les entités se trouvent ici, les activités, les acteurs, les artefacts, des événements, les systèmes et les buts ou les objectifs. Vous pouvez aussi utiliser une vue de texte, donc vous pouvez faire un copier-coller de certains documents que vous avez à l'intérieur de l'entreprise et commencer à définir vos différentes activités, les acteurs, tout ça, et relier le tout ensemble. Ou vous pouvez utiliser aussi les user stories. Puis on a aussi certains templates là, qui sont possibles pour vous d'utiliser, mais je vous invite à ce qu'on commence à essayer de faire une première structure pour un processus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à déterminer, en fait, on a une étude de cas, une entreprise fictive qui s'appelle EURent, qu'on utilise toujours dans les démonstrations parce que la majorité des gens ont déjà fait une location de voiture. Donc, EURent est une compagnie fictive de location de voiture et c'est une entreprise de service qui a plusieurs différents départements et tout ça. Donc, ça nous permet d'avoir une vue globale sur une entreprise et comment elle pourrait utiliser ce genre de méthodologie. Donc, si on vient créer une première activité, c'est vraiment facile, vous voyez, c'est une espèce de drag and drop. Vous créez visuellement vos éléments. Donc, si on commence par, pensons à un client, une personne qui décide de venir faire une location sans avoir de réservation, quel serait le processus pour EURent? Donc, on aurait, disons, une première tâche qui serait de l'accueil du client. Ensuite, on aurait, disons, le client va nous demander un modèle. Ensuite, on doit confirmer que le modèle est disponible. Et là, je suis vraiment en train de créer le tout disponibilité avec vous. Là. Donc, c'est pas quelque chose qui a été fait d'avance. C'est vraiment, vous allez voir à quel point c'est facile. Ensuite, on va signer le contrat de location et on va faire un dépôt sur carte de crédit. Évidemment, c'est pas un processus qui est complet, c'est vraiment quelque chose de très, très haut niveau. Mais ça nous permet tranquillement de dire, OK, donc disons si vous êtes soit en entrevue avec un expert ou ça peut même être un expert lui-même qui commence à définir comment lui voit la façon que son équipe ou que son département travaille. Donc ça, c'est juste un exemple. Puis, vous pouvez aussi commencer là, tranquillement à définir les différents acteurs. Donc, on aurait un premier acteur, disons, qui serait, disons, notre agent de location, qui est la personne, évidemment, qui serait en charge de ce processus-là. Et là, on peut nommer nos collections, parce que si on commence à avoir plusieurs de ces éléments-là, c'est plus facile de se retrouver. Donc, appelons ça une location spontanée d'un côté, et on va appeler notre section d'agent de location, on va l'appeler tout simplement EURent, puisque cette personne-là fait partie de l'entreprise. Et donc, quand on vient rentrer dans la tâche, donc vous pouvez rentrer dans les détails de cette tâche-ci, ou de cette activité plutôt, donc vous avez accès à lier tous ces éléments-là l'un à l'autre. Donc, si on rentre ici, on fait juste marquer C, en fait, c'est notre agent de location, donc c'est le A. Donc, on a notre agent de location ici, on a un autocomplete là, qui nous permet de s'assurer de toujours utiliser les bons termes. Et il y a un petit R qui s'affiche à côté, puisqu'il est responsable. On peut définir son niveau de responsabilité en utilisant la méthodologie de RACI, donc responsable, imputable, consulté ou informé.
dans ce cas-ci, il va être responsable. Donc, on vient fermer ça ici. Et on peut dire même directement à travers une tâche, donc lorsqu'on vient signer le contrat, on peut dire qu'on a un nouvel artefact qui a été créé, qui est un contrat de location. Oups. Et on fait Enter tout simplement. Et ça vient nous générer notre contrat de location. Donc là, on peut commencer à définir tout ça. On peut même dire, bon, ben, il n'y a pas juste mon agent de location ici, j'ai mon client. Là, je vais accélérer un petit peu. J'ai mon client, donc il fait partie de ma clientèle. Tout ça. Et donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de générer un premier processus haut niveau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut directement l'exporter. Donc, on peut soit en créer une documentation. Donc, disons que vous avez terminé là, vraiment de faire le tour de la question avec la personne. Vous pouvez documenter votre travail ou vous pouvez même l'exporter directement en un fichier BPMN. Donc, sans le savoir, on vient de créer un workflow ou un processus, si vous préférez, pour ce qui est de la location spontanée de véhicules chez Trisotech. Donc là, on va venir ouvrir le Workflow Modder. Donc, on est en train de changer d'application. Et là, on voit qu'il y a juste une swim lane, en fait, pour ceux qui connaissent BPMN. Je vais essayer de peut-être grossir un petit peu. Donc là, vous pouvez rajouter des éléments. On peut même retourner ici, puis dire, parce que là, on voit plusieurs erreurs. Ici, on a seulement qu'une swim lane. On n'a pas la deuxième pour les responsabilités de notre client. Le contrat de location, ben en fait, c'est pas un input. Vous voyez la flèche qui va vers la tâche de signature de contrat de location, c'est plutôt un output. Donc là, ce qu'on peut commencer à faire, c'est redéfinir les éléments, dire ici, bon, on va renverser la flèche, tout ça. On peut commencer à dire, bon, ben lui, il va être responsable pour ça ici. C'est mon client, donc on pourrait même créer un nouveau pool ou un nouveau swim lane pour notre client, tout ça. Et on est en train de bâtir un processus en BPMN. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on est satisfait de notre processus, on peut venir ici le valider et dire, bon, ben, mon processus est valide selon moi, donc je vais vérifier. On peut faire une validation selon la spécification. Et ce que ça vient me dire ici, c'est la validation est complétée, on n'a pas trouvé d'échou selon la spécification BPMN. Donc, par exemple, si je viens ici et on avait oublié d'ajouter un événement de fin, donc un end event en BPMN, ben là, il va me dire que mon processus doit absolument contenir un end event, parce que quand on débute un processus, on doit le terminer à un certain moment donné. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire. On peut aussi, je vous ai parlé tantôt de Method and Style qui permettait de nous donner une approche de meilleure pratique pour communiquer le diagramme. Donc, on peut, même chose, valider. Là, ça va nous donner des informations sur les différentes tâches, de la manière qu'on les a déterminées. On peut réutiliser des modèles, on ne rentre pas là-dedans tout de suite. On peut faire du travail d'équipe. Donc, on peut gérer nos versions. On peut ajouter, si par exemple, vous êtes plusieurs personnes à collaborer sur le même modèle, vous pouvez dire, bon, ben, il y a un problème à cet endroit-là, ou vous pouvez tout simplement ajouter un commentaire. Donc, c'est ce genre d'éléments. On a aussi la simulation à travers BPSim. On ne rentre pas dans ce détail-là, mais c'est accessible. Et ce qui est intéressant, c'est notre fonction d'animateur. Pourquoi? Parce que, en fait, l'animateur vous permet de vraiment rentrer à l'intérieur du modèle et de valider le comportement. Évidemment, ici, on a un processus qui est direct, donc on a juste une séquence d'étapes, mais quand vous arrivez avec des modèles qui sont beaucoup plus complexes, vous allez voir que c'est le genre d'outil à l'intérieur de l'application qui est très, très intéressant à avoir. Donc, je vous donne un exemple ici. Je rentre un nouveau modèle. Donc, on a un modèle de location sans réservation. Donc, ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'est vraiment un premier ébauche. Donc, ça nous permet de nous démarrer sur le projet. Mais ici, évidemment, on a beaucoup plus d'informations et on a des gateways, donc différentes façons de séparer ou de faire un branchement vers une tâche ou un autre. Donc, à ce moment-là, évidemment, si on fait l'animation, puis on a aussi de la communication avec le client, donc qui est dans un black box à part. Donc, on peut se promener ici, puis
on va animer et on va pouvoir voir vraiment si notre logique d'affaires, notre logique de processus est respectée à travers la façon qu'on l'a modélisé. Et là, vous avez peut-être remarqué au milieu ici qu'il y a une tâche qui est surlignée et c'était fait volontairement, c'est pour déterminer le prix total. Donc, lorsqu'il y a le petit icône ici, en fait, c'est une table de décision. Et ça, c'est très facile. Vous venez tout simplement changer le type de tâche et vous lui dites que c'est une tâche de décision. On peut lier une tâche de décision dans notre processus, ce qui fait qu'on peut la modéliser dans un modèle DMN. Donc, disons que je veux créer ma tâche de décision qui est ici pour déterminer le prix total avant de faire mon offre à mon client. Donc, on ouvre un modélisateur de décision. Donc, notre modélisateur est basé sur DMN. Et là, ben, encore une fois, c'est du drag and drop. Très facile. Donc, on vient se positionner ici une première décision qui serait déterminer le prix total. Et on peut lui donner une annotation. Donc, on peut dire déterminer le prix selon X, Y, Z. Donc, on peut venir rajouter de l'information, puis lui dire que cette annotation-là va avec cette décision. Donc, ça nous permet de mieux communiquer, encore une fois, notre logique. Et donc, pour déterminer le prix total, ben, on va faire une petite décision ensemble. Donc, très rapidement, on a besoin de deux données, donc de deux données d'input, donc de deux intrants. Donc, on va venir les placer ici. Et on va dire qu'on a besoin de l'information de location. Et on a besoin de l'information de notre client. Donc, on a tout simplement le client. Et on va les relier à notre décision pour dire à notre modèle, pour déterminer le prix total, j'ai besoin de ces deux informations-là. Et là, on va rentrer dans nos informations ici et on va déterminer le type de données, donc le data type. Donc, très facile encore une fois, on vient tout simplement ici créer un nouveau type. Par convention, on va appeler T location, disons, pour un type de données qui est un type location. Ça va être une structure parce qu'on va avoir plus qu'un seul élément. Donc, par exemple, on a besoin de date de départ, qui serait notre premier élément de données. Et date de départ va être un date and time, donc va être un jour et une heure. Même chose pour date de retour, qui va être un type date and time. Et on va ajouter la catégorie de véhicule qui a été demandé. Ça va être un texte, donc qui va être contraint dans une énumération, donc disons économique, compact et standard. Donc disons qu'il n'y a pas beaucoup de choix chez nos amis d'EURent. Donc on va lui dire de créer, on va lui dire de créer le tout ici et on va sauvegarder ce type de données qui est notre donnée T-location. Et donc, on peut faire la même chose avec notre client. On va tout simplement lui dire ici un nouveau type. Donc, le type T client. Ça va être une structure lui aussi. Donc, disons que ça va être le... Oh, pardon, j'ai l'habitude de faire la démo en anglais. Donc, ça va être un type texte pour le nom et disons le niveau de fidélité du client. Et ici, ben, encore une fois, ça va être un texte, soit, disons, aucun, bronze ou or. Disons-le tout simplement comme ça. Donc, on va fermer ça et on va sauvegarder le tout. Et là, ben, c'est bien beau d'avoir instauré nos input data, mais ce qu'il faut faire, en fait, c'est déterminer le prix total basé sur ces deux éléments de données-là. Donc, ça prend une logique de décision derrière tout ça pour que notre système que notre modèle soit capable de traiter notre demande lorsqu'on lui demande quel est le meilleur prix. Donc, on va venir à l'intérieur de cette décision-là. Donc là, j'ai cliqué sur Decision Logic et on voit les différents types de logique de décision qu'on a. Donc, on a les literal expressions, donc les expressions mathématiques, les tables de décision, les contextes. Bon, tout ça, c'est des éléments qui font partie
la spécification des MN et auquel vous seriez évidemment formé là, si vous décidez d'apprendre des MN. Donc, on peut dire que ça va être une table de décision. Et là, comme j'ai déjà rentré mes types de données, il y a déjà les inputs qui sont définis qui vont être là. Mais là, les personnes qui ont déjà travaillé avec des tables de données vont dire ouais, mais je ne peux pas directement rentrer dans une table de données des éléments comme date and time parce que il faudrait que je liste toutes les possibilités. C'est impossible, je ne peux pas lister toutes les possibilités. Donc, ça me prendrait une décision qui va venir calculer entre les deux dates, c'est quoi la durée de ma location. Donc là, on reviendrait ici, on rajouterait une décision entre les deux, tout ça. Donc là, on continue à bâtir notre modèle. Évidemment, vous me voyez venir, j'ai déjà un modèle complet pour déterminer le prix chez eRent. Malheureusement, le modèle est en anglais, puisque c'est un modèle qu'on utilise dans toutes nos démonstrations. Donc, vous voyez le nombre de décisions qu'il y a à l'intérieur de ça et tout ce que ça vient nous donner, c'est une décision finale qui est le meilleur prix basé sur les rabais, basé sur les promotions en cours, le prix pour une journée, le prix pour une semaine, parce que c'est différents types de prix. Mais finalement, quand on se rend compte, les éléments qu'on a besoin, c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure, soit les informations de location et notre client, les informations de notre client. Donc, ça, on a fait le tour vraiment du côté modélisation plus, disons, opérationnel ou plus vraiment le inside out. Donc, disons que pendant ce temps-là, on a des gens chez eRent qui ont commencé à se dire, ben là, avec la COVID-19 dans ce contexte-là, il y a probablement certaines choses qu'il va falloir revoir dans nos façons de travailler. Donc, je vais vous montrer ici, on a un modèle de Customer Journey. Donc là, je suis dans une autre application, une application qui s'appelle Landscaping, qui vous permet de faire de la modélisation à encore plus haut niveau que le Discovery Accelerator de tout à l'heure. Puis, on a des canevas ici. Donc, on a une série de canevas qui existent à travers l'application et on peut utiliser pour faire la modélisation visuelle. Donc, on a ici certains éléments qu'on peut utiliser pour créer le tout. Bon, j'ai juste fait disons une moitié ou une certaine portion du Customer Journey de notre client de location. Donc, c'est quoi ses buts, quelle expérience il recherche, etc. Puis là, ben, je me suis posé les questions, puis c'est sûr que c'est pas une science à ce moment-là. On essaie juste de se mettre vraiment dans les souliers de notre client, puis de déterminer quels seraient vraiment les éléments sur lesquels lui va voir de la valeur ou lui va focaliser. Donc, encore une fois, c'est vraiment pour créer de la valeur pour notre client. Et ici, au moment de l'achat, donc on est à l'étape purchase, donc au moment de la transaction, ben, j'ai défini une transaction sans contact qui serait quelque chose qu'on voudrait instaurer et qui touche aux opérations. Donc là, je peux prendre cet élément-là et lui dire, ben ça devient une activité. Donc ça devient un processus que j'ai à définir. Mais là, comment définir ce processus-là? Est-ce qu'il y a déjà des processus qui existent pour nos transactions? Bien évidemment que oui, on en a vu un tout à l'heure avec la location sans réservation ou la location spontanée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser les capacités d'affaires. Donc, on sait qu'on est au moment de la transaction et la transaction se passe en succursale. Donc, ici, j'ai ouvert le Capability Modeler qui nous permet de voir quels sont les actifs stratégiques de l'entreprise, les activités principales et qu'est-ce qui est en support. Donc ça, vraiment ce que ça nous permet de faire, c'est de créer un peu des blocs à construire pour définir qu'est-ce que notre entreprise est capable de faire en ce moment. Et on peut aussi lui définir des niveaux de maturité, de performance. Puis là, ben, on peut communiquer avec cet outil-là aux exécutifs ou aux différentes équipes. Et donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est peut-être écrit un peu petit, mais j'ai une capacité sous gestion de location, sous gestion des succursales de location, j'ai une capacité qui s'appelle gestion des opérations de location. Donc si j'entre à travers ça ici, j'ai plusieurs informations, dont les processus.
Donc, ces processus-là sont liés. Évidemment, c'est pas une liste exhaustive, c'est vraiment pour en faire une démonstration. Là, on pourrait s'attendre à voir des dizaines ou vraiment là, plusieurs processus qui seraient reliés à cette capacité-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, ici, on a retour de location et location sans réservation. Bien, je peux venir ouvrir ce processus-là et le voir directement dans mon workflow modeler. Donc là, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais je me suis rendu exactement au même endroit, mais en passant d'un côté par, disons, un côté plus analytique de la chose versus un côté plus haut niveau, plus stratégique. Donc, on a notre processus de location sans réservation. Donc, je vais revenir à la présentation. C'est ce qui concluait le côté modélisation. Donc, c'était juste pour vous montrer comment on peut arriver à la même fin en passant par différents chemins. Donc, tout à l'heure, on a montré ça ici. Donc, on a passé par une balance scorecard, on a défini nos responsabilités, tout ça, et on s'est rendu jusque dans un processus et on a passé par le Customer Journey de l'autre côté pour se rendre à travers les capacités et finalement à un modèle de processus. Donc, on va passer à la prochaine étape. Une fois qu'on a nos processus qui sont faits, qui sont prêts, validés, tout ça, on a passé à travers Method Install, à travers la validation, BPMN, DMN, tout ça, on est prêt, ben à ce moment-là, on est prêt à automatiser. C'est là qu'on va utiliser la deuxième suite de Trisotech, qui est la Digital Automation Suite. Donc, la Digital Automation Suite, c'est ce qui fait l'introduction de l'automatisation d'affaires as a service. Donc, c'est une infrastructure cloud basée sur les containers et les API. Donc, pardonnez-moi le langage un peu plus technique ici, mais évidemment, cette partie-là de la présentation risque d'être un petit peu plus technique. Donc, ce que ça permet, c'est une automatisation complexe dans un environnement d'exécution simple et intégré. Pourquoi simple et intégré? Mais vous allez voir tout à l'heure, on a déjà vu les applications qui sont utilisées qui vont être aussi utilisées pour l'exécution et l'automatisation. C'est pas différent. Ça va être des applications visuelles comme ça qui sont très faciles à utiliser, très intuitifs, mais qui ont vraiment tout le pouvoir à l'intérieur d'elles de vraiment faire l'automatisation des processus au niveau entreprise. Donc, ça vous laisse orchestrer vos tâches, vos opérations et différentes technologies en utilisant les standards internationaux. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'avec ça, on surfe sur la prochaine vague d'automatisation d'affaires. Tout à l'heure, Gilles vous a présenté certains outils, tout ça, et bon, il a parlé aussi d'outils plutôt lightweight. Donc, il y a souvent une distinction qui est faite entre les outils personnels, d'automatisation personnelle et les outils vraiment au niveau entreprise. Donc, ce qui est la différence, mais c'est souvent la facilité d'utilisation. Donc, souvent, on doit faire un compromis entre la facilité d'utilisation et la complexité ou disons la flexibilité que tout ça va nous offrir. Puis avec la Digital Automation Suite, ce qu'on dit, c'est qu'on permet d'utiliser des interfaces visuelles que les usagers d'affaires aiment utiliser, qui sont habitués d'utiliser. La suite Office, c'est normalement les outils numéro 1. Ben, si vous regardez nos outils, c'est pas tellement plus difficile à utiliser que la suite Office et ça a toute la robustesse technique que les usagers TI demandent pour intégrer ces applications-là dans l'architecture au niveau entreprise. Donc, finalement, c'est une automatisation d'affaires intelligente. Donc, on va combiner la performance des penseurs créatifs et stratégiques à celle des penseurs critiques et opérationnels pour créer encore plus de valeur. Donc, on va retourner à une petite démonstration encore une fois. Et cette fois, je vais ouvrir ça ici. Donc, voilà. Donc, on est de retour dans notre environnement Trisotech, dans notre environnement de Digital Enterprise Suite, et on va reprendre notre modèle de meilleur prix, donc le EU Rent Best Price, qui est un modèle de décision. Et là, tout à l'heure, vous avez peut-être remarqué qu'il y a l'aspect d'exécution ici, donc qui est un des boutons de la barre. Et à l'intérieur de ça, vous pouvez tester votre modèle. Donc, vous pouvez commencer à rentrer des différentes données et voir comment le modèle réagit. Donc, vous pouvez, oui, l'animer, mais vous pouvez aussi tester avec du vrai data. Et vous pouvez, une fois que tout est fait, les tests sont faits, tout fonctionne bien, on va venir faire un Cloud Publish. Donc, on va
publier notre modèle dans le cloud directement. Donc, on va choisir l'environnement. Moi, j'ai juste accès à l'environnement pré-prod, ce qui est tout à fait logique. On peut créer un groupe, on va nommer notre artefact avec un nom le plus simple possible. On peut gérer les versions, on peut inclure de la documentation, mais tout ce qu'on va faire de notre côté, c'est cliquer ici, un seul clic, Publish. On voit que ça travaille et voilà, Publish successfully. Donc, notre modèle a été publié et je peux y accéder. Donc, en cliquant ici sur le bouton, ça ouvre ce qu'on appelle le Service Library. Vous avez peut-être vu là, la page très, très rapidement. Donc, le Service Library, ce que c'est en fait un catalogue, si vous voulez, de tous les services. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on vient de prendre notre modèle de prix et on l'a transformé en microservices. Donc, pour ceux qui sont un peu moins habitués, les microservices, c'est, disons, une encapsulation d'une logique très, très spécifique qui va permettre de traiter dans un contexte extrêmement spécifique l'information. Donc, très, très, très simpliste comme description des microservices, mais en gros, c'est ce qu'il faut retenir de ça. Donc, on a ici l'information de notre microservice. Donc, ça nous donne un peu plus d'informations sur le modèle. Ça vient nous dire que c'est Jonathan Lécuyer qui l'a publié aujourd'hui. On a toutes les informations. Et donc, à travers le Service Library, on a plusieurs options ici dans le bas. On peut essayer le modèle. Donc, on peut ouvrir un formulaire qui est généré automatiquement. Et là, il va y avoir toutes les informations. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus que ce que j'ai entré tout à l'heure, mais c'est à partir de la définition des types de données qu'on va générer le formulaire qui est ici. Donc, vous avez encore une fois le start et le end date. Donc, et la catégorie. Donc, c'est un peu ce que j'ai créé tout à l'heure. Ici, on est venu ajouter un peu d'informations pour le rendre un peu plus réaliste. Mais là, vous vous doutez que c'est pas les gens, l'agent de location chez YouRent qui va ouvrir à travers le microservice, qui va aller chercher le bouton Try It. En fait, ça va être le système de location qui va être connecté à ce microservice-là via un API. Donc, on a ici toute la documentation de notre API REST. Donc, vous pouvez l'ouvrir ici, accéder à toute la documentation. Vous pouvez downloader aussi le fichier OpenAPI, c'est le fichier Swagger, là, donc pour ceux qui connaissent ça. Vous pouvez faire vos tests, donc vous pouvez rouler des tests supplémentaires ici. Ce qui fait que si c'est une équipe différente qui gère le service, ben, l'équipe peut s'assurer de faire pardonnez-moi l'expression, mais son QA de son côté aussi. Et on a des options avancées. Donc, on a accès aux endpoints. Donc, c'est les URL, donc dépendamment de quelle méthodologie vous voulez utiliser. On a accès ici aux URL, puis on peut déliter si on veut, on peut supprimer si ça ne fait pas notre affaire, on peut promouvoir. Bon, dans mon cas, j'ai accès à un seul environnement. Mais ce que ça nous permet de faire, c'est vraiment de gérer le cycle de vie, de gérer les environnements de déploiement de notre modèle. Et à ce moment-là, ben, on peut l'automatiser. Bon, ça, c'est un modèle de décision. Donc, c'est sûr que c'est un modèle qui va être automatisé en, disons, une fraction de seconde. Et il y a d'autres modèles qu'on peut automatiser, donc, qui sont des workflows, qui vont être des modèles qui peuvent perdurer dans le temps. Ça peut être des modèles qu'on appelle straight through. Donc, ça peut être directement, l'exécution se fait du début à la fin disons, en une séquence. Mais il peut aussi y avoir, quand vous construisez votre workflow, vous pouvez évidemment rentrer des informations d'arrêt ou de définir certains temps d'attente, tout ça. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a accès à travers tout ça à des connecteurs. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé que ça nous permettait d'orchestrer les différentes opérations à travers l'organisation. Bien ici, on pourrait, avec le connecteur Dynamics, donc qui est le CRM de Microsoft, on pourrait orchestrer certaines tâches à l'intérieur de notre CRM. Donc, créer un lead, assigner un lead à un certain représentant basé sur, par exemple, la situation géographique du lead qui rentre ou basé sur l'industrie. On peut faire plein de choses comme ça. Ça, c'est des connecteurs qu'on a pour l'instant. Encore une fois, c'est pas une liste exhaustive, là, mais on travaille avec UiPath pour tout ce qui est du RPA. Donc, si vous faites du Robotic Process Automation, si vous avez des robots, vous pouvez les contrôler à travers de cet environnement-ci. Ça fait drôle à dire, là, on se croit vraiment dans le futur, mais c'est vraiment ça. Donc, je vais revenir à la présentation.
Je sais que j'ai passé très, très, très rapidement sur les aspects d'automatisation, mais c'est parce qu'en fait, c'était pas le but nécessairement de la démonstration, c'était plutôt de vous donner un aperçu des applications, plus au niveau modélisation, puis comment ça peut vous aider très, très rapidement. Mais vous voyez qu'une fois que le retour sur investissement est fait du côté modélisation, c'est le même principe du côté automatisation. Le retour sur investissement est très, très rapide aussi, puis ça permet à tout le monde de travailler ensemble. Donc finalement, là, avec la Digital Enterprise Suite, vous devenez une entreprise numérique agile parce que vous pouvez facilement orchestrer vos activités, vos événements, lier vos acteurs à vos activités, lier tout ça à des objectifs d'affaires, pardonnez-moi, et évidemment modéliser aussi les types de données dont vous allez avoir besoin pour traiter l'information à travers de ces modèles-là. Et je termine avec une petite diapo ici sur les configurations possibles. Donc, je m'éterniserai vraiment pas là-dessus. C'est juste pour vous montrer là, un petit aperçu de ce qu'est la Digital Enterprise Suite. Donc, tout à l'heure, on a vu certains des applications de la Digital Modeling Suite. On en a certains qu'on n'a pas vus, comme le Knowledge Entity Modeler, qui vous permet de créer des maps de concepts, de créer des règles d'affaires et tout ça. Et du côté Digital Automation Suite, on a certains options là, pour ajouter à votre automatisation. Donc, si vous avez des questions, évidemment, on pourra y revenir. Et justement, on est rendu à la période de questions. Donc, on pourra faire un suivi avec vous. Je vous invite, je vois que dans le panneau déjà qu'il y a des questions. On va tenter d'y répondre là, dans quelques secondes. Mais si vous avez des questions qui sont plus spécifiques à votre rôle ou à votre, disons, votre entreprise, tout ça. Si vous avez des questions plus personnalisées, n'hésitez pas. Si vous voulez une démo en un à un, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez même tout simplement répondre au courriel que vous avez reçu plus tôt aujourd'hui, le rappel pour qui vous est revenu de GoToWebinar. Si vous faites reply, donc si vous répondez à ce courriel-là, ça va envoyer directement dans ma boîte courriel à moi. Donc, je pourrai vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Et la même chose pour la formation. Donc, en ce moment, le gouvernement offre des subventions pour la formation, donc que ce soit avec Gilles à un niveau plus stratégique ou formation avec nous pour tout ce qui est d'apprendre BPMN et DMN. Vous pouvez directement passer par moi, je vous mettrai en contact avec les bonnes personnes, puis on s'assure que les entreprises du Québec avancent dans la bonne direction. Donc, Gilles, je ne sais pas si tu veux revenir avec nous. Oui, je suis là. Absolument, ok, parfait. Ben écoute, j'ai quelques questions. J'ai une question de Martial ici. Bon, est-ce que l'import-export supporte XMI, BPMN, XML? Écoute, c'est une bonne question. Je vais vérifier. Je sais qu'on a plusieurs types d'import. Là, je suis pris un peu à contre-pied. Je veux pas répondre quelque chose qui est pas la vérité. Donc, je reviendrai. On a une autre question ici. Y a-t-il des ponts possibles avec d'autres référentiels QTI comme Sparks? Oui, en fait, la manière qu'on gère ça, c'est à travers des accélérateurs. Donc, si vous avez fait du travail dans Sparks, puis vous voulez réutiliser une partie de ce travail-là à l'intérieur de nos modèles, il y a un connecteur qui existe, donc on appelle ça un accélérateur qui va venir faciliter la transition de Sparks à nos outils de modélisation. Le reste des questions, c'est des merci, bonne journée. Donc, je ne sais pas si c'est parce que ma présentation a été trop rapide ou quoi que ce soit. Mais je ne sais pas si tu avais un mot de la fin, Gilles, sur lequel tu veux conclure. Oui, oui, je reviens au motif. Ce que je remarque dans les équipes d'analyse d'affaires, architecture d'affaires dans beaucoup d'entreprises, c'est le besoin d'être plus productif. Et quand on fait du process, on a plusieurs enjeux, mais il y en a deux importants. Comment je travaille avec les gens d'affaires pour qu'ils sentent qu'ils sont dans un environnement où on parle d'affaires et que la technicité qu'on trouve, par exemple, dans Spark et dans d'autres outils, vient en fait rebuquer littéralement les gens d'affaires, les mettre off. Le deuxième, c'est quand on fait du process, faire des process, s'assurer que notre modèle est valide, ben, d'avoir des outils d'intelligence et penser à l'outil Method and Style qui est très réputé
avec au niveau au niveau de la modélisation dans les experts qui font des process, ça aide à se valider. La troisième, c'est que très peu de groupes d'analyse d'affaires, analyse process, savent quoi faire avec les règles d'affaires et sont outillés pour modéliser des règles et des décisions. Et dans nos gouvernements, dans les entreprises financières, on est dans des process à forte teneur en décision. Et vous avez vu dans ces outils-là encapsulés, mis à un niveau où tu peux travailler avec les gens d'affaires pour monter les décisions. Tu peux les Exact. modéliser avec eux autres. Donc, mon point clé, c'est exactement pour ça que je voulais que vous voyiez cet outil-là. Parce qu'à quelque part, c'est un outil agile d'accélération de productivité pour nous qui allons avoir des gros défis de réorganiser, repenser les organisations, les process et les règles. Okay? Et donc ça, à mon avis, c'est un outil d'affaires. C'est pas un, il y a un lien TI, mais c'est un outil d'affaires pour les équipes qui doivent concevoir des solutions avec les gens d'affaires. Voilà. Exactement. Puis écoute, pour surfer un peu sur ce que tu viens de mentionner, parce que j'ai deux questions là, qui sont entrées entre-temps à propos justement de comment l'utiliser pour gérer les règles d'affaires. Ben, en fait, on a deux, disons, euh, deux options, si on veut, ou deux alternatives, dépendamment de ce que vous tentez d'accomplir. Pour ce qui est de documenter les règles, que ce soit des règles structurelles ou des règles, je pense que c'est comportemental en français, là, le Oui. behavioral. Euh, on a un outil qui s'appelle le Knowledge Entity Modeler. Je l'ai pas intégré dans ma présentation d'aujourd'hui, mais c'est un outil qu'on a en ce moment en early adopter, donc qui est en version, disons, bêta très avancée, là, qui est prévu pour très bientôt au niveau public. Mais ça va être un outil qui va vous permettre vraiment de faire la documentation de toutes ces règles-là et de créer même un vocabulaire autour des règles pour s'assurer que tout le monde parle les mêmes langages. Et si vous voulez utiliser les règles à l'intérieur des décisions, ben en fait, on n'est pas un outil de règle d'affaires, on est vraiment un outil de décision. Donc, lorsque vous rentrez, par exemple, ici dans, bon, ça c'était peut-être pas un bon exemple parce que j'ai pas de table de décision, mais tout ça, tout ce qui est dans ces décisions-là sont basées sur les règles d'affaires. Donc, quand on parle de weekly price versus daily price, ou les prix hebdomadaires versus quotidiens, tout est basé sur les règles d'affaires. Puis il y a une règle qui dit que, mettons, passer un certain montant par jour, on doit tomber sur le le prix hebdomadaire, toutes les promotions, tout ça, c'est vraiment basé sur les règles d'affaires. Donc, d'un côté, vous pouvez les cataloguer, les documenter, tout ça. Et d'un autre côté, vous pouvez les réutiliser à travers vos décisions pour vous assurer que vos décisions respectent les règles d'affaires. Mais évidemment, on n'est pas un logiciel de règles de gestion de règles d'affaires, on est vraiment un logiciel de gestion de décision. Puis, il y a vraiment un mouvement en ce moment de plusieurs entreprises qui quittent la gestion en fait, les logiciels de gestion de règles d'affaires pour s'en venir avec des gestions de décision, exactement pour la raison que tu viens de mentionner, Gilles, qui est ça permet aux gens de TI de encapsuler, entre guillemets, là, on parle d'encapsuler, c'est un terme assez technique en partant, mais c'est vraiment, je pense que ça donne quand même une belle image. Ça leur permet d'encapsuler cette logique-là qui est peut-être un peu plus technique, un peu plus difficile à comprendre pour des gens qui sont d'affaires, fait qui sont pas en contact avec ces vocabulaires-là, puis ces techniques-là, mais ça leur permet aux gens d'affaires, après ça, de prendre ça, puis de monter leur processus, d'intégrer des décisions, d'intégrer des modèles prédictifs qui ont été bâtis par les gens techniques. Puis, ben, à ce moment-là, on peut directement automatiser. Puis, non seulement la logique d'affaires est respectée parce que les gens d'affaires ont été impliqués, mais aussi la logique programmatique qu'on appelle, donc toute la façon de traiter l'information va être respectée aussi parce que les gens de TI ont été impliqués. Donc, c'est exactement ça. C'est vraiment de faire le pont entre les deux. Là, j'ai plusieurs questions qui sont entrées. Je vais essayer bon, le logiciel est développé par quelle compagnie? C'est Trisotech qui développe le logiciel. Donc, c'est 100% fait ici à Montréal. Nos bureaux sont dans la ville de Saint-Laurent.
je sais que ça peut paraître, puis je sais que c'est une des raisons aussi pourquoi, comme tu mentionnais tantôt, qu'on a fait le webinaire aujourd'hui, c'est parce que souvent les gens savent pas, même pas qu'on a une entreprise canadienne, québécoise même, montréalaise, qui est ici puis qui construit ce genre de logiciel-là qui peut aider les entreprises au Québec. Euh, Est-ce que bon, j'essaie de prendre les questions les plus pertinentes pour tous, puis tous les gens qui ont posé des questions, je vais vous revenir un à un. Puis Gilles aussi va avoir accès aux questions, donc Oui. si vous voulez faire des suivis, là, ça va être assez facile. Euh, bon, Anthony qui parle, qui pose la question à propos des subventions d'État pour les formations, ça s'appelle PACME, donc P-A-C-M-E, qui est le programme concerté ou programme d'aide concertée, d'action concertée. En tout cas, c'est un acronyme qui, donc allez lire là-dessus. Normalement, votre entreprise, si elle a des bureaux au Québec, elle devrait être éligible pour avoir des subventions pour former les employés. Puis les contraintes de formation, c'est pour que l'entreprise fonctionne mieux après, dans le fond, au retour de la crise. Donc, toutes les formations, là, normalement, desquelles on a parlé tout à l'heure, Gilles et moi, normalement, vous devriez avoir accès. Je ne veux pas m'avancer trop loin sur ça. Vous irez lire sur la question, puis vérifier si votre entreprise est éligible. Écoute, je pense qu'on va arrêter ça là. Il est déjà passé 1 heure. On a quand même encore quelques questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, mais comme je disais, on va s'en occuper par après. Puis je vous remercie à tout le monde d'avoir été présent. J'espère que ça va bien de votre côté, que vous et votre famille, tout le monde est en sécurité. La même chose pour toi, Gilles. Merci. Merci à tout le monde. Merci à tous, puis je vous envoie le lien aussitôt que c'est disponible sur notre site web. Normalement, notre équipe prend à peu près, là, disons, une partie de la journée pour faire ça, donc au plus tard demain matin. Merci à tous. Au revoir. Merci. Bonne journée tout le monde.